Madame, Monsieur, bienvenue dans votre émission Parlons Santé. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital Aristide Le Dantec, précisément au service d'oncologie pédiatrique pour parler du cancer chez les enfants. Ici, dans ce service, sont reçus 250 nouveaux cas de cancer chaque année. Et c'est pour cela que nous allons rencontrer tout de suite les spécialistes qui sont là au quotidien pour recevoir ces enfants, discuter avec eux, mais surtout les prendre en charge dans cette bataille qui vont mener désormais au quotidien. Pour certains, c'est 2 ans de thérapie, d'autres 3 ans, d'autres 4 ans. Mais l'équipe est toujours là pour essayer de les aider à surmonter cette épreuve. Nous allons tout de suite les rencontrer. Nous sommes là pour accompagner les familles, les soutenir du mieux possible sur le plan psychologique. Donc, nous avons des ateliers d'art-thérapie, conte-thérapie, psychomotricité, etc. Et nous avons également des groupes de jeux, comme vous le voyez actuellement. Donc, les enfants ont le choix d'activités. Vraiment, ils aiment beaucoup la salle, ils exigent qu'on ouvre les portes et qu'on soit là pour leur offrir ces moments. Nous sommes dans une société où il y a beaucoup de souterrains. Et donc, vraiment, nous gardons beaucoup à l'intérieur. Et en offrant ces espaces d'écoute, les personnes peuvent vraiment étaler leur vécu pour que nous puissions les accompagner du mieux possible. Beaucoup de difficultés dans les familles, beaucoup de problématiques familiales, difficultés financières également. Une partie de notre travail est justement d'accompagner les familles lorsque leurs enfants ne vont pas bien, allant jusqu'à la fin de la vie. Donc, par rapport à ça, nous travaillons très étroitement, déjà avec l'équipe médicale, mais aussi avec les accompagnants qui sont là. Ce sont des moments assez douloureux, assez difficiles à traverser, mais nous sommes toujours là avec eux. Donc, nous avons des enfants qui vont de quelques mois jusqu'à des adolescents. Donc, nous respectons aussi le stade développemental de l'enfant. Donc, par exemple, comment on discuterait avec un enfant qui a 3 ans et un qui a, disons, 8 ans, 12 ans, etc., sera un peu différent, sera adapté en fait. Pour les plus petits, donc, c'est vraiment pouvoir les accompagner en disant que quand ils ne vont pas bien, voilà, dire « Ah, désolé que tu es mal, ma soeur, est-ce que aujourd'hui tu veux quand même jouer, etc. » Ceux qui sont à ces stades-là, nous privilégions ce genre d'intervention. Pour les enfants qui sont plus âgés, il y en a certains qui reçoivent une annonce eux-mêmes. Encore une fois, nous respectons vraiment les familles, les parents, les accompagnants. Donc, il y a des situations où les annonces faites aux enfants incluent justement le diagnostic. Il y en a où le diagnostic n'est pas inclus. Ça dépend un peu des circonstances et de la situation. Mais on peut aller jusqu'à avoir des discussions assez franches, en fait. C'est vrai que ce n'est pas toujours la joie, mais qu'est-ce qui est le plus dur pour vous? La souffrance d'enfants qui vraiment sont innocents et qui vivent des moments qui sont vraiment qu'on imagine qui seraient très douloureux pour un adulte. Et donc on se dit comment un enfant de 3 ans peut le vivre, comment un bébé le vit, etc. Pour moi, c'est ce que je trouve personnellement assez délicat. Vous avez senti l'importance, l'utilité de cette équipe psycho-oncologique ici? Absolument, absolument. Et vraiment, certes, nous sommes là, nous sommes dédiés à notre travail. Et Inch'Allah, tant qu'on peut le faire, on le fera. Mais c'est vraiment le retour qu'on a des familles qui nous touche absolument. Donc, il y a des familles qui vont vous dire, je sais que mon enfant ne va pas bien, mais le fait que vous passiez en tournée, le fait que vous discutiez avec nous, le fait que vous reconnaissez nos enfants, vous savez leur nom, vous les invitez aux activités. Souvent, quand on passe, les enfants nous saluent tôt le matin. Bonjour, tata. Est-ce qu'on vient aujourd'hui à la salle? Les familles nous offrent ce retour très fréquemment. Nous avons également rencontré des personnes qui vivent avec le cancer, à l'image de cette jeune demoiselle qui se bat depuis 2 ans maintenant contre une leucémie. Heureusement qu'elle a tout le soutien de sa famille. Nous avons également rencontré une autre jeune fille qui est devenue maintenant maman, qui après
des années de combat contre le cancer se retrouve maintenant en période de guérison, on va dire de rémission. Elle est guérie, nous ont dit les médecins. Elle est complètement guérie et nous allons également la rencontrer. Elle va nous parler un peu de son expérience, de ce qu'elle a vécu et de ce beau cadeau que lui a fait le bon Dieu, c'est-à-dire sa jolie petite fille qu'elle tient désormais dans ses bras. Alors, dis-nous, depuis quand est-ce que tu es malade? Ça va faire presque 2 ans et demi. Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est manifesté? Tu étais tout d'un coup malade ou bien comment ça? Ouais, c'est venu petit à petit, surtout à l'école. Je m'étouffais presque tout le temps. J'étais méga faible. C'est après que je suis allée pour consulter et qu'on m'a fait beaucoup d'examens. Après, on m'a virée ici. Quand on t'a amené ici, est-ce qu'on t'a dit exactement ce que tu avais? Non, non, on me l'a caché Ah oui? pendant des jours et des jours. C'est une inconnue qui m'a dit que j'étais malade. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? En fait, elle m'a demandé quels symptômes j'avais exactement. Je lui ai expliqué. Elle ne savait pas qu'on n'était pas censé me le dire. Donc, elle a dit à son mari que j'avais le même symptôme que sa petite fille, que j'avais un cancer, mais que sa petite fille, elle est morte. C'était une donatrice. Elle venait souvent pour faire des dons. C'est comme ça que je l'ai su. Comment tu as réagi? Comment ça s'est passé? Je m'en doutais un peu. Donc, ça ne m'a pas vraiment choquée. J'étais juste un peu mal à l'aise, qu'on ne m'a pas informée pendant des semaines, c'est tout. Mais maintenant que tu sais comment se passe la prise en charge, comment tu le vis? Je préfère faire comme si de rien n'était. Mais sinon, ça va. Le traitement, comment ça se passe? Tu fais des chimios? Tu fais quoi exactement? Oui, je fais des chimios. C'est pour ça que je suis chauve. On te l'a déjà dit? Tout le temps. Mais j'en crois pas un mot. Magnifique. Non, sérieux, tu es magnifique, tu le sais. Et en plus, il y a ta joie de vivre que tu partages avec les gens, c'est magnifique. Alors, C'est mieux d'être positif que négatif. Alors, tu m'as dit que c'est un long parcours, douloureux et tout. Tu peux nous expliquer un peu ce long parcours? Le parcours douloureux, c'est plus les piqûres, les effets secondaires, surtout les effets secondaires. Mais sinon, ça va. À part ça, ça va. Je me tracasse pas trop et ça me dérange pas vraiment. Alors, comment tu le vis dans la maison? Je vois que tu es très proche de ta sœur qui t'a accompagnée. J'ai même pensé que c'était ta maman. Alors, explique-nous un peu cette relation qui vous lie. On est tout le temps collés. On se sépare jamais. Jamais, jamais. Ça fait 17 ans que je suis collée à elle. C'est pas maintenant que je vais me séparer. Comment est-ce que cette maladie a beaucoup changé ta vie? C'est-à-dire, il y a des choses que tu faisais, que tu fais plus? Tu vas toujours à l'école? Comment ça se passe? J'avais arrêté l'école pendant 1 an parce que j'étais hospitalisée ici. J'ai voulu reprendre, mais il fallait que je revienne ici. Après, j'ai fait une rechute. Donc là encore, j'ai arrêté. Mais là, où est-ce que tu en es à ton état de santé? J'ai comme l'impression que ça va, mais c'est pas sûr. Ça va, mais c'est pas sûr. C'est instable en fait. Je peux plus rien faire. Marcher vite, courir. En fait, j'ai jamais pu courir, alors ça ne change pas vraiment de ce que je faisais d'habitude. Je sens en fait rien de nouveau. Tu peux nous expliquer cette joie de vivre que tu as? C'est la maladie que tu as fait que tu as choisi d'être comme ça ou tu as toujours été comme ça? J'ai toujours été comme ça. Je préfère être positive plutôt que négative. En fait, j'ai toujours été comme ça. Même si souvent c'est pas trac, après ça passe. Je préfère ne pas rester dans le côté sombre. Qu'est-ce que tu fais pour essayer de passer le temps? Parce que ne pas aller à l'école, rester à la maison. Les livres. J'ai emprunté plein de livres ici que j'ai amenés à la maison. Donc quand je m'ennuie, je lis. Ou je suis sur mon téléphone. Ou j'embête ma soeur. C'est un passe-temps quotidien l'embêter. C'est une chose que j'ai dit surtout aux parents et à mon père. Il faut arrêter de se tracasser comme ça. Ça ne servira à rien. Il rajoute juste plus de stress qu'il y en a déjà assez. Et sinon, c'est mieux de faire la vie comme si rien n'avait vraiment changé et de continuer à vivre normalement. Mais quand même en se privant de certaines choses pour ne pas
se fatiguer, comme je fais. C'est mieux. S'il y a des trucs que tu peux faire, tu fais. Et si tu ne peux pas, tu ne te forces pas pour ne pas rechuter, refinir ici chaque jour, tout le temps. Avec le Covid là et papa qui n'est pas au boulot, c'est quand même un peu compliqué, mais on arrive à gérer, on arrive à tenir les deux bouts. Il arrive toujours à trouver un moyen de nous envoyer un peu d'argent pour quand on a besoin de médicaments ou manger. Même si au boulot, c'est pas ça. Mais il se débrouille quand même. Je le félicite pour ça. Parce que depuis qu'elle est toute petite, on a toujours été ensemble. Donc, j'ai eu l'habitude de l'emmener avec moi un peu partout. Et après le décès de maman, on est venu au Sénégal ensemble. Donc, on a dû s'entraider. Ce qui a fait au fil des années, on a créé ce lien particulier là. C'est vrai que c'est douloureux, elle souffre beaucoup, mais on vit toujours le bon côté des choses. Elle est là, elle a la joie ici, elle est un peu comme une princesse. À un certain moment, elle nous a dit que dès qu'elle a quand le temps lui a diagnostiqué la maladie, vous ne lui avez pas forcément dit, elle a appris, oui. Parce que déjà, à la base, on avait dit que le fait qu'elle apprend le truc, ça va ralentir parce qu'elle va se sentir mal, seule et abattue. Donc, ils ont préféré qu'on garde ça pour nous jusqu'à ce qu'elle voie le psychologue. Mais malheureusement, heureusement, il y a des gens qui sont venus et qui ont parlé de la maladie à côté d'elle. Donc, du coup, elle a appris le truc un peu précoce. Et elle s'en est pris à moi. Elle s'en est pris à moi parce que je ne lui avais pas dit, alors qu'on a l'habitude de tout partager. Donc, c'était un peu difficile, mais après, on a su discuter. Non, c'était difficile pour vous, pas pour moi. Moi, je l'ai très bien pris, juste que je me suis sentie blessée et trahie par vous. Et maintenant, comment vous vivez ça déjà financièrement, émotionnellement, ça se passe comment? Financièrement, on a la chance d'avoir un papa qui gère merveilleusement bien. Il est là actuellement. Il tient les deux bouts. Plutôt les 5 bouts, parce qu'il tient la maison, il tient l'hôpital, les médicaments, il gère comme il peut. Donc moi, je l'apporte le soutien que je peux. Mon frère aussi, de son côté, apporte le soutien qu'il peut. Donc ça va. Émotionnellement, on est assez soudés, donc il n'y a pas de crise, ça va aussi. J'étais là en 2009 et on m'a sculpté, on m'a dit que j'avais la leucémie. Je ne comprenais pas trop, mais après j'ai fini par comprendre. Au fur des années, j'ai eu à faire des examens, des traitements et maintenant, machallah, alhamdoulilah. Je n'avais que 10 ans, voilà, je ne me rappelle pas trop, mais il y a des choses qui ne s'oublient pas, voilà. Je recevais si je comprends bien, c'était des chimios qui faisaient tomber mes cheveux et j'avais des ongles noirs aussi, oui. Et j'étais trop sensible aux infections aussi. Actuellement, on m'a dit que voilà, c'est fini. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Je ne reçois plus de traitement. Je viens faire des contrôles simplement. Voilà, des contrôles chaque année. Je fais les NFS et Frotis. C'est ce que je fais chaque année, mais je ne reçois plus de traitement. On vient voir pour s'assurer que la maladie ne revienne pas. Vous avez eu un bébé avant qu'on vous dise que vous êtes guéri maintenant, ou bien vous avez eu le bébé avant ou après? Non, c'est après, parce qu'il y a 5 ans de cela, ou bien 6, depuis 2015, je ne reçois plus de traitement depuis 2015-2016. Et votre famille, votre belle famille, tout le monde est au courant de votre maladie? Oui, tout le monde est au courant, oui. Elles me soutiennent et voilà quoi, alhamdoulilah. Vous avez fait le choix de faire un enfant. Comment s'est passée cette expérience? C'était merveilleux, franchement. Mais j'avais appelé docteur Fat Bintou et docteur Ndella pour leur demander si la maladie n'aura pas de répercussions sur le bébé. Ils m'ont dit qu'il n'y a aucun problème, voilà. Et que j'étais guérie. C'est ce qu'elles m'ont dit, en tout cas. Parce que je ne reçois plus de traitement. Je viens, je fais les contrôles et ça va. Elle va bien, alhamdulillah. Et quel message vous lancez aujourd'hui à ces familles, à ces enfants qui se battent au quotidien contre la maladie? Bon, je leur dis de ne pas décourager
de croire en Dieu en tout cas, parce que moi c'est ce que j'ai fait. On dirait que c'est un miracle, quelque chose comme ça, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et voilà quoi, nous avons des médecins vraiment excellentes. Elles sont braves, ce sont de braves femmes, franchement. Et elles nous épaulent et tout. Elles nous encouragent à aller de l'avant sur nos études et tout. Je leur dis de croire en Dieu. Tout ira bien, Inch'Allah. Ouais. Est-ce que vous êtes passé par des moments difficiles, vous et votre famille? Par des moments de tristesse, par des moments de découragement? Oui. Avant de recevoir les traitements, voilà, je pouvais pas marcher. C'est ma mère qui me portait, voilà, et c'était un peu difficile pour elle. Et aussi, mon père, il est décédé depuis l'an 2000. Je n'avais qu'1 an, voilà, et elle m'a soutenue, elle était là pour moi, voilà, je la remercie beaucoup. Comment votre maman a fait pour pouvoir surmonter tout ça, les traitements? On sait que papa n'était pas là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette étape de votre vie? C'est une femme brave, c'est tout ce que je peux dire. Elle a tout fait pour que je ne manque de rien. Côté études, côté sanitaire, elle a tout fait. Elle n'a jamais désespéré, en tout cas. Alors, malgré la maladie, tu as surmonté la maladie, tu as fait des études également? Oui, je suis en Master 1. J'ai fait les études et je faisais CM2 quand j'étais ici. Mais maintenant, je suis en Master 1. Je n'ai jamais lâché. Comment se passe ta relation avec ton mari? Il a accepté? Comment il vit ça avec toi aujourd'hui? Non, il est merveilleux. Ça ne lui a pas dérangé, franchement, oui. Je lui ai dit tôt. Voilà, c'est ça. Merci. Nous avons également rencontré Dr Fat Bintou et Dr Ndella, spécialistes en cancer chez les enfants. Alors, elles vont nous parler aujourd'hui un peu de la prise en charge, comment ça se passe, et également le soutien de l'État dans ce combat. Aujourd'hui, elles ont reçu beaucoup de soutien, mais elles souhaitent encore pouvoir aller plus de l'avant grâce à d'autres soutiens pour avoir encore plus de traitements gratuits pour les familles parce que ce n'est pas évident. Nous allons tout de suite les écouter et voir aujourd'hui les pas, les avancées enregistrées dans notre pays. Aliou Diedhiou ça va lan lañ leen wax fële suba ngay delluwaat Ici, nous sommes dans l'hôpital du jour, qui est un nouvel espace qui a été réhabilité avec l'appui de la Fondation Six Location de voitures pour pouvoir désengorger un peu le service et faire l'hôpital du jour, c'est-à-dire les malades qui viennent prendre leur chimiothérapie et rentrer en fin de matinée. Donc, nous avons un espace qui peut contenir 10 fauteuils de chimiothérapie. Donc, dans chaque box, il y aura un fauteuil où l'enfant pourra recevoir sa chimiothérapie à côté de son accompagnant, que ce soit la maman ou quelqu'un d'autre. Il y a 2 salles de consultation également qu'on a prévues pour voir les malades qui viennent faire leur traitement, les examiner, faire les prescriptions. Ensuite, il y a un autre espace qui est une salle de soins qui sera dédiée à l'hôpital du jour où on pourra faire les chimiothérapies d'hôpital du jour pour un peu désengorger la grande salle de soins qui abritait tous les soins d'oncologie pédiatrique. C'est un sentiment quand même de satisfaction et de reconnaissance vis-à-vis de tous les partenaires
financiers qui se sont rapprochés de l'oncologie pédiatrique, beaucoup d'entreprises dans le cadre de leur RSE, des fondations également qui ont bien voulu venir réhabiliter le service, refaire un peu les locaux, reprendre tout ce qui est plomberie pour vraiment avoir une accessibilité à l'eau et une reprise également des sanitaires pour offrir aux familles des espaces vraiment qui sont assez salubres et qui leur permettent vraiment de bien s'occuper des enfants sur ce plan. Voilà, donc nous avons eu une réfection de pratiquement toutes les salles, rafraîchissement de la peinture, mais également la réfection de la salle de jeu, qu'on appelle salle de jeu, mais qui est plutôt une salle d'éveil, où l'équipe de psychothérapie alternative organise à tour de rôle des activités d'art-thérapie, des activités de psychomotricité, des activités de conte-thérapie, mais également des activités de jeu libre qui permettent aux enfants d'avoir des moments d'évasion, mais également des moments d'éveil pour faire plusieurs activités et de créativité aussi. Mais il faut savoir que dans cette unité, qui est d'ailleurs la seule unité de prise en charge des cancers de l'enfant, nous recevons en moyenne chaque année 250 nouveaux cas d'enfants atteints de cancer, alors que normalement sont attendus entre 800 et 1200 nouveaux cas par année au Sénégal. Malheureusement, vous voyez, il n'y a que 25% qui arrivent. Les autres sont, on va dire, dans la nature, n'arrivent pas, parce que soit ils ne sont pas diagnostiqués, ça par défaut de formation du personnel médical. D'autres fois, c'est parce qu'ils ne peuvent pas accéder à Dakar, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, ou d'autres fois parce qu'ils n'ont pas un lieu d'hébergement sur Dakar. Actuellement, ce dont nous disposons, qui vient de l'État, c'est une aide sur la chimiothérapie à propos de 5 drogues dont on peut disposer gratuitement. C'est depuis le 1er octobre 2019, avec l'initiative de la gratuité de la chimiothérapie pour les cancers gynécologiques. Il se trouve qu'il y a 5 drogues que nous avons en commun avec les femmes et on peut vraiment se servir dans les pharmacies des hôpitaux pour prendre en charge les enfants. Mais malheureusement, il y a 25 drogues que nous utilisons au total pour ces enfants. Donc, c'est 5 sur un lot de 25. Ce n'est pas encore suffisant, nous allons le dire, mais des efforts vont être faits. Le cancer de l'enfant ne se résume pas seulement à être traité par la chimiothérapie, il y a également la chirurgie et la radiothérapie. Nous savons qu'il y a 2 sites où la radiothérapie peut être faite. Il y a beaucoup de difficultés parce qu'il faut adapter les doses à l'enfant, il faut adapter les conditions à l'enfant, il faut une bonne contention, etc. Ce n'est pas toujours disponible, donc nous avons beaucoup de difficultés pour la radiothérapie. Le circuit n'est pas encore huilé, mais à partir de 3 ans quand même, on arrive à irradier les enfants qui en ont besoin. Ils ne sont pas nombreux, donc je pense que des efforts devraient être faits à ce niveau pour que ces enfants puissent bénéficier de la radiothérapie parce que c'est une partie intégrante de leur traitement. Il y a également la chirurgie. Les enfants doivent se faire opérer quelques fois à cause de leur cancer. Il n'y a aucune subvention pour la chirurgie des enfants. Heureusement, il y a une fondation nationale qui prend en charge la chirurgie de tous les cas de néphroblastome. Ils sont autour de 40-45 par année. Ça, c'est vraiment une aide très importante qui nous a été apportée par cette fondation. Et depuis 2013, il y a un service qui est en cours de construction à Hambourg. Ils ont fini le gros œuvre, ça doit être normalement finalisé courant 2022. On a également espoir que le Centre national d'oncologie de Diamniadio, dont la première pierre a été posée tout dernièrement et qui sera livré normalement en 2024, aura un service d'oncologie pédiatrique pour tous les enfants du Sénégal. La leucémie est le premier cancer sur l'unité. Chaque année, on dénombre autour de 60 cas de leucémie sur les 250 malades que nous recevons. Et ces enfants sont pris en charge pendant 3 ans. C'est un traitement qui est long, qui est difficile et qui est très coûteux.
Malheureusement, il y a 2 drogues qui sont essentielles, indispensables pour la prise en charge de la leucémie, qui ne sont pas disponibles au Sénégal. Je vais nommer la L-asparaginase et également le Purinethol. Le Purinethol est disponible juste dans une officine, une pharmacie privée qui commercialise la boîte de 25 comprimés à 63 000 francs, ce qui n'est pas accessible pour le Sénégalais lambda. Donc c'est très difficile de les prendre en charge et cette boîte de comprimés, le malade doit la prendre pendant 1 an. La boîte ne fait même pas le mois, donc tous les mois, ils doivent avoir un budget de plus de 63 000 francs pendant 2 ans pour pouvoir couvrir leur traitement, ce qui est très difficile. Nous avons fait appel à la Pharmacie nationale d'approvisionnement pour pouvoir mettre à disposition cette drogue qui est essentielle dans la prise en charge du premier cancer de l'enfant au Sénégal. Nous sommes en attente et espérons qu'il y aura une issue favorable. En fait, l'erreur qui est en train d'être faite sur la greffe de moelle, et même par des confrères médecins, c'est qu'il faut savoir que qu'avant de greffer, il faut être en rémission. Être en rémission, c'est donner des chimiothérapies lourdes, des chimiothérapies très toxiques pour pouvoir raser la moelle et mettre une nouvelle moelle. Donc, ce n'est pas un enfant qui est très malade qui va recevoir la greffe de moelle. C'est un enfant qu'on va traiter de manière très intense et qui pourra enfin bénéficier de la greffe de moelle. Donc, ce n'est pas une thérapie sur laquelle on se jette. Et l'autre problème, c'est la post-greffe, parce que c'est un corps étranger qui est introduit dans l'organisme et l'organisme va se défendre, va essayer d'éliminer cette moelle qu'on lui a apportée en sécrétant des anticorps. Donc, il faudra des traitements immunosuppresseurs, il faudra une surveillance, il faudra également la capacité de prendre en charge les effets secondaires de cette greffe de moelle. Donc, nous devrons faire très attention à cette thérapie. C'est vrai que ce sera quelque chose de très bien pour les malades qui sont électifs pour la moelle, mais c'est à prendre par des pincettes quand même. La spécialisation pour l'oncologie pédiatrique, c'est un cri du cœur que je vais lancer. Il faut que les plus jeunes qui ont fait la pédiatrie aillent se faire sous-spécialiser en oncologie parce que le manque de personnel est criard. En activité, nous ne sommes que 2, Dr Fat Bintou et moi. Il y a le pédiatre de Mbour qui a déjà été formé parce que son centre va être ouvert. Il y a une chirurgienne qui a Djamnyadjo qui a été formée, mais elle est chirurgienne. Elle ne va pas se mettre à presque de chimiothérapie, elle va opérer, continuer à opérer mieux les cancers. Il y a actuellement un anatomopathologiste et une autre chirurgienne qui sont en cours de formation. Et une ancienne interne qui revient tout fraîchement de l'Égypte également de sa formation d'oncologie pédiatrique. C'est très peu pour un pays qui a 16 millions d'enfants, dont plus de 42% ont moins de 15 ans. Donc, il faut du personnel, que ce soit du personnel médical, mais également le personnel infirmier, parce que les soins constituent la partie la plus importante dans la prise en charge du cancer. C'est des soins spécialisés, donc voilà, il faut que beaucoup d'infirmiers soient mis à niveau, soient recrutés pour prendre en charge ces enfants. Il y a également le personnel qui gravite tout autour. Il nous faut des psychologues parce que le cancer est lourd à porter, aussi bien pour l'enfant qui est malade, pour ses parents, mais également pour le personnel soignant. Merci, Madame, Monsieur, de votre aimable attention. Aujourd'hui donc, ce mardi 15 février est la journée mondiale de lutte contre le cancer chez les enfants. Alors nous aussi, nous allons souhaiter un prompt rétablissement à tous ces enfants qui se battent au quotidien contre le cancer et nous soutenons de tout notre cœur vraiment ces parents, ces mamans, ces papas qui sont à côté de leurs enfants pour les aider dans ce combat. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la RTS.